Bonjour à tous. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce soir pour parler du pétrole. On en a parlé il y a à peu près 2 semaines. J'avais fait, donc je me présente, je m'appelle Steve Morel. Vous voyez en bas à droite de votre écran mon nom, prénom ainsi que mon adresse email professionnelle. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter pour n'importe quelle question concernant bien sûr cette présentation qui sera donc essentiellement basée sur le pétrole, comment trader cet actif. On parlera un petit peu de l'analyse fondamentale, de tous les éléments dont il faudra tenir compte. Et on parlera aussi, on fera un petit point actu, on parlera de la situation actuellement iranienne. Lors de notre dernière présentation sur le pétrole, on avait choisi comme cas pratique le cas syrien, et bon, qui n'est plus vraiment d'actualité. Alors, comme vous le savez, avant de commencer, petit avertissement concernant les risques associés. Alors, vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD. Sachez que toute opinion, information de marché, note de recherche, analyse, prix et autres notifications ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement. FXM ne pourra en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, nous en venons au titre de ce webinaire, comment trader le pétrole, avec, je vous le disais juste avant, on va se concentrer cette fois encore plus sur cette zone du Moyen-Orient. Et on va ramener ça à l'actualité de ces derniers jours concernant l'Iran, les pays du Moyen-Orient, etc. Alors on va voir dans un premier temps ce qu'est le pétrole, puis nous verrons les principaux acteurs, donc bien sûr les pays producteurs, exportateurs et importateurs. Nous analyserons leur stratégie, nous ferons un point concernant les crises pétrolières majeures. Donc il y en a eu 3, il y a ainsi aussi, vous le verrez, un débat, est-ce qu'il y en a eu 2, est-ce qu'il y en a eu 3, on en reparlera. Le cas syrien, qui en fait, nous le verrons comme je vous l'avais dit, le cas, plus particulièrement le cas de l'Iran, et nous verrons voilà, comment trader le pétrole dans la toute dernière partie, nous ferons un petit résumé. Alors, donc le pétrole est une énergie fossile, non renouvelable, donc épuisable. Alors, petite précision là-dessus, elle n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. C'est-à-dire que le pétrole se renouvelle. Cependant, ça prend environ 200 millions d'années. Donc, bien sûr, à l'échelle de l'homme, c'est pour cette raison qu'on considère que ce n'est pas une énergie renouvelable, car nous n'en verrons pas les prochaines ressources. Alors, une petite anecdote qui certes a son importance. Churchill joua un élément très important dans le choix du pétrole comme matière première. Alors, il a décidé, lors de la Seconde Guerre mondiale, d'arrêter d'utiliser du charbon pour alimenter ses navires, pour alimenter la Royal Navy. Je le rappelle, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, était la première puissance mondiale. Donc on peut dire que ce sont les États-Unis d'aujourd'hui. Donc un changement tel au niveau de toute son armée provoqua bien sûr des rebondissements et des évolutions de prix absolument énormes dans le monde concernant le pétrole. 2 pétroles sont proposés par FXM, qui sont les 2 principaux. Le Brent, nommé UK Oil sur nos plateformes, et le WTI, nommé US Oil, coté sur le NYMEX. Quant à lui, le Brent est coté sur le Intercontinental Exchange. Pardon, excusez-moi, je perds mes mots. Alors, le dollar américain est la monnaie de référence pour les transactions pétrolières. Le pétrole se paie toujours en dollars américains. Il est échangé au comptant de gré à gré sur le marché forward ou grâce à des contrats futurs. Le Brent est coté sur l'Intercontinental Exchange. Ce pétrole est extrait de gisements pétroliers situés en mer du Nord. Donc il est à la fois... cette exploitation est faite en collaboration en fait, avec la Norvège, car la mer du Nord justement sépare ces 2 pays. Donc la Norvège, au passage, a une influence sur le cours du Brent. Et bien sûr a un pouvoir de décision
concernant bien sûr les futurs gisements, les futures exploitations et les différentes stratégies que peuvent être adoptées par bien sûr le Royaume-Uni, en collaboration avec le Royaume-Uni. Donc il est aussi important de s'intéresser non pas seulement à la santé économique, je dirais, du Royaume-Uni et bien sûr à l'actualité politique et économique du Royaume-Uni, mais aussi à celle de la Norvège, étant donné que ces deux pays ont une influence forte, voire même très forte, sur le cours du Brent. Alors ce qui est très intéressant au niveau du Brent, pourquoi il faut plus regarder le Brent que les autres pétroles, c'est parce qu'il sert de référence au niveau mondial. Son prix détermine celui de 60% des pétroles extraits dans le monde. Donc il est beaucoup regardé et très aimé bien sûr des investisseurs et des spéculateurs. Second pétrole proposé par FXM, le WTI, le West Texas Intermediate. Donc cette fois, ce n'est pas un pétrole européen, mais un pétrole américain de type léger. Il est coté sur le NYMEX, plus léger que le Brent, donc plus facile à transformer. Il tend à avoir un prix plus élevé. Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le Brent, depuis maintenant quelques temps, en mois de juillet, on avait eu une parité. Mais depuis, le Brent a un prix plus élevé que le WTI. Alors ceci est dû à plusieurs choses. On le verra, mais notamment au fait que les Américains ont augmenté leur production et ont fait de gros investissements en termes d'infrastructures pétrolières, que ce soit au niveau de la production du pétrole, mais au niveau de son déplacement. Voilà, il y a eu de nouveaux pipelines qui ont eu lieu, même s'il y a eu un petit accident au Canada, et ce dernier concernait du WTI. Alors, en ce moment, cependant, voilà, les cours du Brent sont actuellement supérieurs en raison d'une production américaine importante. Donc, une augmentation de l'offre. On en revient aux bases de l'économie, l'offre, la loi de l'offre et de la demande. Alors, regardons un petit peu les principaux acteurs. Alors, ce sont les principaux pays producteurs. Non pas exportateurs, attention, il faut bien faire la différence. Producteurs. Donc on a la Russie et l'Arabie Saoudite qui sont à peu près ex aequo avec 10 millions de barils par jour, ce qui est absolument énorme. Énorme. Vous avez les États-Unis qui arrivent derrière avec 9 millions. On a aussi l'Iran qui est au cœur de l'actualité en ce moment et on en parlera. On a un cas spécialement dédié à l'Iran dans ce webinaire. Donc on aura l'occasion justement d'étudier un petit peu plus en profondeur ce pays et puis bien sûr ses différentes stratégies et ce qui s'est passé à Genève ce week-end. La Chine aussi avec 4 millions de barils par jour qui, bon, la Chine principalement a une production telle pour alimenter sa croissance. La Chine qui est très gourmande en pétrole mais pas autant que les États-Unis. Et la faiblesse des États-Unis, on le verra, c'est que c'est une économie ultra dépendante du pétrole. Les États-Unis, c'est un pays qui gaspille énormément d'énergie. Je le connais bien, j'ai eu la chance d'y vivre 2 ans pour faire une bonne partie de mes études là-bas. Et je peux vous dire qu'en termes de style de vie, les Américains consomment plus que les Français, et je dirais que les Européens moyens. Et donc dépensent plus, consomment plus, et a fortiori, et c'est surtout ce qui est très malheureux, c'est qu'ils gaspillent beaucoup plus et parfois dans des quantités incroyables. Et donc cette faiblesse des États-Unis, Obama essaie actuellement, et même les différentes administrations, républicaines ou démocrates, essaient justement de changer et de rendre leur économie moins dépendante au pétrole. C'est pour ça que par exemple il y a eu beaucoup de construction d'éoliennes en Californie par exemple. Voilà, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais il y a des efforts quand même qui sont faits, mais on est très loin d'atteindre quand même des résultats proches de ceux européens. Donc sur ce point-là, l'Europe s'en tire plutôt pas mal. Alors c'est la petite parenthèse. Parmi les principaux pays exportateurs, l'Arabie Saoudite et la Russie, on les retrouve sans surprise dans les 2 premières places. Alors on voit que quand même la Russie, alors je reviens juste un petit peu en arrière, Russie ça produit 10 millions de barils par jour et exporte que 4 millions. 4 millions, presque 5 millions. Donc ça veut dire que la Russie garde plus de la moitié de son pétrole pour elle-même. Donc la Russie aussi qui consomme beaucoup de pétrole. Bon, c'est un pays absolument énorme, gigantesque, et puis qui est en plein développement, même si il rencontre beaucoup de difficultés économiques. L'Irak aussi, un grand exportateur, 2 600 000 par jour. Et là, étonnamment, on retrouve les États-Unis qui exportent très peu, qui exportent 40 800 barils par jour.
C'est vraiment peu comparé à leur production. On en a parlé, qui ben, ils la produisent, ils consomment presque tout ce qui se produit. Ensuite, les principaux pays importateurs, les États-Unis. Les États-Unis qui a besoin justement, en plus de tout le pétrole qu'il produit, a besoin d'autres ressources, a besoin de niveaux supplémentaires de pétrole, et c'est pour ça qu'il se tourne vers l'importation. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, il y a une très grande alliance entre les États-Unis, alliance économique entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. La Chine qui importe beaucoup, là aussi, pour soutenir sa croissance, pour s'alimenter. Le Japon. Alors, le Japon, c'est un cas très particulier parce qu'il n'a pas du tout de pétrole. Ce qui n'est pas le cas de l'Inde. L'Inde a quelques gisements de pétrole. Le Japon n'en a pas du tout. C'est aussi le cas de la Corée du Sud. Ils sont obligés de tout importer. Donc, c'est ce qui pose des problèmes, on va dire, stratégiques. Analyse des stratégies cette fois. Alors, on l'a vu, la stratégie américaine. Les États-Unis exportent que très peu, alors qu'ils produisent et importent beaucoup. L'économie américaine est extrêmement dépendante du pétrole, ce qui pose un problème sur le long terme. La stratégie japonaise, elle, est fortement différente, due au fait que le Japon ne dispose pas des mêmes ressources que les États-Unis, deux pays très différents, tant je dirais culturellement que même géographiquement. Au Japon, on est exclusivement sur une île et on est presque surpeuplé, on a une densité record, alors qu'aux États-Unis, un pays qui fait à peu près que 320 millions d'habitants, ça vous donne une idée. L'Union Européenne, on est à peu près à plus de 420 millions. L'Union Européenne, les 28 pays, on est beaucoup plus petit que les États-Unis. Donc ça vous donne une idée à quel point les États-Unis, c'est un pays immense et ils ont beaucoup de place. Et pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, vous le voyez au niveau, bien sûr, de la taille de leur voiture, de la taille de leur maison, de la taille des rues, etc. Tout est plus grand simplement parce que ils ont beaucoup plus de place que nous. Et que les Japonais notamment. Donc les Japonais qui se retrouvent dans cette situation, bon, ils n'ont aucune ressource pétrolière, importent absolument tout, et un problème stratégique bien sûr majeur, ça les empêche, on va dire, d'avoir des ambitions géopolitiques un petit peu plus, je dirais, élevées, parce que le pétrole, c'est ce que vous mettez certes dans votre voiture, mais c'est ce que vous mettez, comme on l'a vu avec Churchill, dans vos navires, dans votre armée. Un pays sans pétrole ne peut pas fonctionner à l'heure actuelle. Et donc c'est pour ça que le Japon dispose d'une réserve stratégique de pétrole de 92 jours. Donc pendant 92 jours, le Japon est totalement indépendante des importations de pétrole. Et après ça, elle sera à court. La stratégie russe et saoudienne, elle, totalement différente. Ces deux pays, premiers producteurs et exportateurs de pétrole au monde. Cependant, l'Arabie Saoudite dispose d'un poids supplémentaire dû à son appartenance à l'OPEP. Alors l'OPEP regroupe tous les pays, les principaux pays exportateurs de pétrole. En grande majorité, ces pays sont arabo-musulmans. Et l'Arabie Saoudite, comme on le verra un petit peu plus tard, est le le pays, on va dire, qui a la plus grande influence au niveau du monde arabe et sur le reste du monde arabe. C'est un petit peu le pays chef, entre guillemets, même si c'est jamais très correct de dire ce genre de choses. Alors, les crises pétrolières, alors très intéressantes ces crises pétrolières, elles ont marqué l'histoire tant économique, politique et même culturelle de notre monde. En 1971, en 1973, on a ce qu'on appelle le premier choc pétrolier. En 1971, les États-Unis atteignent leur pic de production, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais plus produire que ce qu'ils ont produit cette année, donc par an. Donc, ce qui pose un nouveau défi, certes, aux États-Unis et surtout au reste du monde, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis dirigent plus ou moins le monde, qu'on le veuille ou non, en tout cas une influence inégalée. Et donc le monde regarde les États-Unis, les yeux fixés sur les États-Unis, et voit les États-Unis en grande difficulté, et donc le monde se pose des questions, et va devoir faire face bien évidemment à de nouveaux défis. Alors pour conjuguer le tout, cette crise, ce pic de production en 71 a affolé les marchés, bien sûr, mais en plus de tout ça, on va avoir un élément géopolitique, on va avoir une guerre.
une guerre en 1971, la guerre du Kippour, éclate entre d'un côté l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, 3 pays arabo-musulmans, contre l'Israël. Israël, pays récent, qui est dans une zone située dans une zone, ce qu'on appelle un croissant arabe. Vous avez un pays où la religion est la religion juive, entouré de pays ayant une religion qui est la religion musulmane. Donc en plus du problème, on va dire, culturel, religieux, on a aussi un problème, et c'est là le fond du problème, un problème géographique, un problème de terre, où voilà, ces différents pays justement se battent pour une même terre. Alors les États-Unis, très grand allié d'Israël, fournissent l'Israël en armes, mais aussi en support logistique, diplomatique, monétaire bien sûr, etc. Donc en réponse au conflit, Israël va gagner cette guerre. Israël gagnera cette guerre et gagnera aussi du terrain géographique dont il possède toujours en majorité. En réponse à ce conflit, les pays membres de l'OPEP, dont l'Arabie Saoudite, bien évidemment, on l'a vu, décident d'augmenter du jour au lendemain le prix du baril de 70%. Alors je vous laisse imaginer, donc bien sûr, explosion du prix du baril de pétrole, et révolution, dans le sens où vous avez beaucoup de constructeurs automobiles qui se disent, on avait jusque-là un marché plutôt profitable, plutôt viable, et maintenant on réalise tant de bénéfices, mais avec un prix, avec le prix du baril actuel, nos bénéfices vont grandement diminuer, voire on sera en perte. Donc il faut qu'on réorganise derrière notre modèle, je dirais, économique, notre modèle structurel. Donc ce qui pose des défis, c'est pour ça que c'est important de dire que les défis sont tant politique, économique et au fond culturel, parce que ça nous amène quelque part à changer notre mode de vie. Le cours du baril du pétrole nous impacte quotidiennement beaucoup plus que ce que l'on pourrait initialement penser. Alors bien sûr, hein, cette crise est terrible. Sur ce graphique, alors petit graphique, je trouve intéressant, vous avez la courbe de production du pétrole américain et ses importations. Alors on voit en 71 le pic de production atteint, et jamais les États-Unis ne reproduiront autant de pétrole dans l'année. Jamais, jamais, jamais. Les importations suite à la crise pétrolière, donc on est dans une période de croissance économique très lente, voire même négative, donc du coup on a une baisse de la production, mais aussi une baisse de l'importation, on a une baisse de la croissance en général, et puis quand ça repart, on a une augmentation des importations, et bien sûr la production qui continue à baisser pour des raisons purement et simplement de ressources. Second choc pétrolier, la révolution iranienne, ainsi que la guerre en Iran, en Irak. Donc là pour le coup on a deux événements plutôt géopolitiques. Donc vous voyez à quel point le pétrole est affecté certes tous les jours par l'économie, extrêmement lié à l'économie. Le pétrole est un élément majeur de notre vie économique quotidienne. Mais on verra que les éléments géopolitiques sont souvent les plus... ceux en tout cas qui peuvent avoir un impact vraiment sur le long terme. Donc on verra plus tard dans ce webinaire si ce qui s'est passé ce week-end aura vraiment un impact de long terme. Parce que c'est un événement géopolitique. Alors, révolution iranienne en 1979, le Shah d'Iran est renversé. Il va s'installer alors un régime dit islamique, où vous aurez l'ayatollah Khomeini, qui représentera le pouvoir émanant de Dieu. Donc nous le verrons, l'Iran est une théocratie. Cette révolution aura pour conséquence une diminution de la production pétrolière iranienne, donc une offre plus réduite, et donc a fortiori des prix qui tendront vers le haut. A noter qu'il existe un très bon film, je l'avais mentionné la dernière fois il y a à peu près 2 semaines, il existe un très bon film sur cette révolution iranienne, c'est le film qui s'appelle Argo, vous avez comme acteur principal Ben Affleck, il est sorti il y a quelques années,
l'année dernière plus exactement, à cette période-là, si mes souvenirs sont bons. Et ce film donc traite ce sujet où vous avez la révolution iranienne et notamment la dramatique prise d'otage de l'ambassade américaine par justement cette révolution iranienne. Alors ça se finira en drame, les États-Unis essaieront de sauver une partie du personnel de l'ambassade, mais qui sera exécuté malheureusement en grande partie. Donc drame humain, drame militaire et puis aussi événement géopolitique à très fortes conséquences. Suite à cette révolution iranienne, l'Iran et l'Irak vont rentrer en guerre. Alors c'est l'Irak de Saddam Hussein à cette époque-là qui jette un œil, un très mauvais regard sur ce qui se passe en Iran et en guise d'anticipation, je dirais, attaque l'Iran. Donc l'Iran et l'Irak possèdent quand même une frontière terrestre assez longue, en contact direct. Donc ce qui va se engendrer, ça va être une guerre qui va engendrer quand même beaucoup de dégâts, tant humains, mais surtout au final économiques, parce que c'est une guerre qui va vraiment ralentir de pays, et ça va déboucher sur aucune victoire d'un côté comme de l'autre. C'est une guerre entre guillemets vraiment qui sert à rien. Alors il y a tout un débat, est-ce qu'une guerre est vraiment utile? Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais là pour le coup c'était vraiment inutile, vraiment inutile. Alors en raison de ces principaux événements, le prix du baril de pétrole est multiplié par 2,7 entre la mi-1978 et 1981. Donc encore une fois, ce second choc pétrolier qui vient totalement affoler les marchés. Alors la conséquence de ces deux chocs pétroliers, les pays arabes ne font plus vraiment confiance aux États-Unis et vont placer l'argent du pétrole dans des banques anglaises. Donc avant, vous avez beaucoup de pétrodollars, ce qu'on appelle pétrodollars, qui étaient placés dans des banques américaines, parce que bon, c'était les États-Unis en tant que premier consommateur, bon, c'était un petit peu une valeur sûre. L'argent placé dans une banque américaine, bon, est plus ou moins sûr. C'est de la théorie, mais bon, depuis que les États-Unis ont vraiment soutenu Israël, effectivement, peu de pays arabes, en tout cas moins de pays arabes, font confiance aux États-Unis et vont se rattraper sur l'Europe, vont se tourner vers l'Europe et vont déposer leurs pétrodollars en Europe, ce qui va donner naissance au euro-dollar. Et ces fonds vont servir à financer l'exploitation de gisements pétroliers dans d'autres pays, comme le Venezuela et le Mexique. Le Venezuela qui est toujours un exportateur de pétrole important, un acteur majeur à surveiller, et le Mexique. Outre l'exploitation de ce gisement, ce financement portera aussi sur les déficits budgétaires des pays importateurs, comme par exemple les États-Unis, qui est l'exemple parfait. Une crise monétaire va voir jour suite à ces deux chocs, et surtout au second choc, aux alentours des années 1980, où les États-Unis vont connaître de graves difficultés économiques et surtout d'énormes problèmes d'inflation, des inflations records. Et donc la Fed prend une solution radicale qui sera bonne pour les États-Unis mais destructrice pour d'autres pays. La Fed remonte les taux directeurs à 15%. Et on va arriver à une récession mondiale en 1982. Donc pour les plus jeunes d'entre nous qui ont connu, qui connaissent toujours d'ailleurs plus ou moins la récession, la grande crise de 2008, sachez que bon, notre histoire est marquée justement par ce type de scénario. L'économie, comme beaucoup de choses, fonctionne en cycle et on n'en est pas du tout à notre première récession. Et comme vous le voyez, en 1982, il y avait une récession. Donc là, pour le coup, la Fed n'adopte pas du tout la même stratégie en ce moment même. Hein. Peut-être qu'elle en aura tiré les leçons justement de sa stratégie des années 80. On pourra jamais savoir, mais ça mérite une réflexion. Alors cette récession impactera fortement les nouveaux pays producteurs de pétrole, comme le Mexique et le Venezuela par exemple. Remonter les taux comme ça entraîne une hausse, une appréciation très forte du dollar. Et donc ça va bouleverser l'exploitation pétrolière de pays comme le Mexique, le Venezuela, et cela va conduire à certaines insolvabilités.
Alors débat sur ce troisième choc pétrolier. Alors cette période est caractérisée en fait par pas par un choc brutal, mais par une hausse certes forte mais progressive du baril de pétrole. En à peu près 5 ans, on est passé de 40 à 140 $, ce qui est quand même énorme. Il n'y a pas eu d'augmentation brutale, ce qui explique le débat qui existe actuellement sur ce troisième potentiel choc pétrolier. Cette période fut accompagnée par une forte création monétaire, conduisant bien sûr à une augmentation de la demande et à la création d'une bulle. En tout cas, bon, c'est théorique ce que je dis, là aussi il y a un débat, mais en tout cas ce sont des éléments qui peuvent tout à fait conduire à la création d'une bulle. Et on atteint d'ailleurs un pic en 2008, et le pic atteint en 2008 est lié à l'effondrement des marchés boursiers, donc notamment, on le sait, les subprimes, la faillite totale de Lehman Brothers, etc. Donc les investisseurs vont considérer le pétrole comme une valeur refuge. Les effets de cette crise ont été multiples. Il y a eu un effet inflationniste sur le court terme, ça c'est sûr, et on voit des politiques structurantes sur le long terme cette fois. Alors, on va établir quelques liens entre tous ces éléments, et on les appelle des corrélations. Donc il y a un élément économique très important. Les périodes de croissance conduisent généralement à une augmentation du prix du pétrole, parce qu'on a une augmentation de la demande. Et souvent, l'offre est un tout petit peu en décalage. Ce qui est normal, au final, plutôt habituel. Les pays émergents ont vraiment un rôle important sur le cours du baril de pétrole. Alors vous l'avez compris, les États-Unis ont un rôle important, mais au final, les États-Unis ont un rôle important surtout. Surtout, parce que ce sont eux qui ont construit la finance, qui ont bâti la finance dans laquelle on évolue. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'était pas du tout en état de faire quoi que ce soit, surtout en termes financiers. À cette époque, l'Afrique et l'Asie n'étaient pas encore si développées qu'elles le sont actuellement. Pareil pour l'Amérique latine. Donc du coup, il n'y avait que les États-Unis. Les États-Unis sont et restent le seul réel grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ils ont plus ou moins façonné une finance internationale à leur image, c'est-à-dire propre à leur culture, propre à leur philosophie, qui est celle d'une philosophie capitaliste. Donc la finance dans laquelle on évolue, bien sûr, nous pousse à observer beaucoup les États-Unis. Et maintenant, on doit payer de plus en plus d'attention aux nouveaux pays, c'est-à-dire aux pays émergents, qui souvent contiennent une grande population, donc Chine, Inde, mais même des pays comme le Vietnam, qui je crois, si je ne me trompe pas à vérifier, mais a plus de 80 millions d'habitants, qui est un pays pas si grand que ça au final, mais en termes de population, ça commence quand même à être important. Donc voilà, c'est quand même ces pays émergents jouent un rôle de plus en plus important et indéniable sur le cours de tout, des matières premières, des monnaies bien sûr, et en l'occurrence c'est surtout du pétrole, parce que le pétrole c'est l'élément principal qui va vous permettre d'alimenter votre croissance. Et ces pays émergents justement deviennent de plus en plus gourmands. Donc par exemple, les croissances spectaculaires de la Chine et de l'Inde nécessitent de grandes, mais même de très grandes quantités de pétrole. Alors, à noter aussi que le cours du pétrole peut être influencé par justement les évolutions, les innovations technologiques et les futurs substituts. Alors je m'explique, le cours du pétrole est directement lié à sa demande. Grâce au progrès technologique et aux différents efforts des pays développés pour limiter justement leur dépendance au pétrole, de nouvelles technologies de substitution voient le jour. L'éolienne, par exemple, en est une. Mais aussi vous avez tout un tas de maintenant d'énergie, on va dire, alternative, qui, bon, ne sont pas encore assez développées pour procéder à un niveau, je dirais, macro important. Mais c'est en cours, donc c'est en cours. Les éoliennes, par exemple, pourront peut-être, d'ici 15 à 20 ans, concurrencer réellement, ou en tout cas sérieusement, plus sérieusement,
le pétrole. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous avez aussi tout ce qui est énergie photovoltaïque, vous savez, l'énergie solaire, les panneaux solaires, etc. Donc voilà, il faut surveiller, il faut garder un œil à toutes ces innovations et technologies qui peuvent menacer, je dirais, cette hégémonie pétrolière. Et puis on l'a vu, l'élément politique est très important. Une stabilité des principaux acteurs va jouer, aura un rôle primordial pour une évolution, je dirais, normale, même si ce mot normal au final, qu'est-ce qui est normal? Bon, est pas très correct, mais voilà, une évolution stable. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des gaps de dizaines et de dizaines et de dizaines de points, comme on l'a vu dans les chocs pétroliers. Donc bon, voilà, une stabilité des principaux acteurs, une stabilité politique, principaux producteurs, exportateurs et consommateurs, donc au final souvent importateurs, contribuera à limiter les fluctuations du prix du baril. Les stratégies géopolitiques, donc c'est-à-dire un petit peu l'ambition, je dirais même l'ego de certains pays, et Dieu sait à quel point c'est dur, il est dur de savoir exactement ce que les pays veulent faire à une échelle vraiment internationale, géopolitique, déjà que eux-mêmes souvent ne le savent pas, on ne le savent pas réellement, alors vous, allez spéculer là-dessus, c'est très dur, mais c'est vraiment intéressant parce que vous vous apercevez qu'au final, il y a dans cette matière, on va dire, voilà, la bourse, la finance, vous vous apercevez qu'il y a un élément psychologique absolument énorme. Et surtout, au fond, et ce qui est un petit peu rassurant, c'est très culturel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier l'élément culturel, la diversité culturelle, voilà, dans du trading au fond, parce que ça joue un rôle important. Alors certes difficile à quantifier, mais c'est important. Donc cette stratégie politique, le pétrole est une ressource essentielle directement reliée aux stratégies de défense des pays. Donc une guerre sans pétrole est totalement impossible, ce qui explique, en partie, la stratégie japonaise dont nous avons parlé, réserve de pétrole de 92 jours. Alors, notre cas pratique de cette semaine. Il y a 2 semaines, on avait fait ça sur le cas syrien, qui je vous l'avoue n'est plus trop, et vous en êtes rendu compte, n'est plus vraiment d'actualité. Mais non, il s'agit plutôt de l'Iran. Alors, les médias, ce week-end, nous ont bombardé de flashs spéciaux, etc., comme ils savent bien le faire. Alors, avant de parler plus précisément de ce qui s'est passé, regardons un petit peu ce qu'est l'Iran au final. Parce qu'au final, peu de gens connaissent ce pays. On entend parler comme étant un mauvais élève, comme la Corée du Nord, comme le Venezuela. Ce sont de mauvais élèves. C'est ce que disait George Bush. George Bush les appelait des États voyous. Bon, on notera sa subtilité au final. Bon, on va pas faire de la politique, mais ça vous donne une idée de l'intérêt et justement du constat qui tire de ces pays. Donc État voyou, selon George Bush. L'Iran, anciennement la Perse, est un pays chiite. Alors qu'est-ce que le chiisme? Alors si vous voulez, dans l'islam, vous avez, on va dire, l'islam peut être divisé en deux. Vous avez d'un côté les sunnites, très majoritaires, et de l'autre les chiites. Alors oui, j'ai quelques questions là sur le chat, directement. Sur le chat, j'ai une question de visiteur qui me dit oui, on peut faire une comparaison au christianisme avec l'orthodoxie, le catholicisme et tous les mouvements protestants, luthériens, etc. Oui, dans le sens où oui, il y a cette division, mais uniquement à ce niveau. On peut pas aller plus loin. Après, je vais pas rentrer dans le détail. Quelle est la différence entre le chiisme et le sunnisme, mais voilà, bon. Tout ça pour vous dire que, certes, c'est un pays musulman, pays perse, donc ce n'est pas un pays arabe, c'est une ethnie ou race, ou en tout cas culture différente, ce sont des Perses, et ils sont chiites, donc ils ont un courant de l'islam différent de celui des sunnites. Grand pays, 77 millions d'habitants, très très grand pays. Plus grand que la France, on le remarque. C'est une théocratie. Alors, d'un point de vue politique, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qu'une théocratie? Alors, si vous voulez, une théocratie part du principe que le pouvoir émane de Dieu.
Donc la démocratie, au final, a très peu de sens parce que vous n'êtes qu'un homme, vous n'êtes qu'une femme et vous n'êtes pas Dieu. Donc vous n'avez pas vraiment raison d'avoir de pouvoir quel que soit, en tout cas à une échelle plutôt macroéconomique. Donc certes en désaccord avec la démocratie, mais aussi en désaccord avec la dictature, hein, qui veut qu'un seul homme ait le pouvoir entre ses mains. Donc qualifier d'un point de vue géopolitique, et même surtout politique, que l'Iran est une dictature, ce n'est pas très correct. Ce n'est pas très correct. Et l'homme très important en Iran, c'est l'ayatollah Khomeini, donc personne religieuse, hein, personne qui fait partie, on va dire, du clergé. Personne très très importante qui est arrivée, qui était hébergée à Paris, qui était d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing durant les révolutions iraniennes avait protégé plus ou moins Khomeini en lui accordant l'asile politique ici à Paris. Donc Khomeini a vécu à Paris pendant à peu près 2 ans si je ne m'abuse. Et au moment de la révolution iranienne, Khomeini a pris un avion et est parti en Iran et a commencé justement à réformer ce pays en profondeur. Alors, l'Iran est l'ennemi d'Israël. Alors, je ne veux pas faire de la politique ou je ne veux pas, comment dire, créer des discordes en disant ça. C'est juste que c'est l'Iran elle-même qui se déclare avec une certaine fierté, qui se déclare ennemi d'Iran. Elle nous le répète assez. Donc, l'Iran est un acteur très important parce que c'est pas très loin d'Israël. L'Iran peut frapper militairement Israël et il en va de même pour Israël. Donc c'est à prendre très très au sérieux. C'est pour ça que ce pays pèse si lourd géopolitiquement. Alors l'accord qu'il y a eu ce week-end, alors qu'est-ce que c'était? En fait c'est le travail de très 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 longue haleine et c'est toujours pas fini. Ça fait depuis des années et des années et des années qu'on essaie de limiter le pouvoir nucléaire de l'Iran. Donc l'Iran dispose d'une arme nucléaire. Alors, est-ce que militairement elle est capable de l'utiliser? On ne le sait pas encore. Certains disent oui, certains disent non, etc. Bon, c'est très très délicat. Ces données sont pas très fiables au final parce que voilà, on peut pas savoir exactement. On peut pas savoir exactement. En tout cas, on sait que l'Iran a des centrales nucléaires, a le nucléaire civil. On sait qu'elle est capable d'enrichir son uranium. L'uranium, donc, qui est un élément majeur dans le nucléaire. Et donc, l'accord se résume. Donc, c'est un accord assez large. On va pas étudier en détail. C'est pas l'intérêt, je pense. Mais on va voir les points principaux. En gros, l'Occident veut que l'Iran arrête d'enrichir son uranium. Et donc, au final, n'accède pas à des capacités nucléaires militaire majeur. Voilà. L'Occident veut limiter l'Iran nucléairement. Principalement. L'Iran devra donc arrêter d'enrichir son uranium et devra arrêter aussi de proliférer le pouvoir nucléaire aux 4 coins du globe, comme elle le faisait. En tout cas, comme elle essayait de le faire. Et en échange, qu'est-ce qu'on lui promet à l'Iran? Tout un tas de petites exonérations sur la multitude d'embargos qui existent déjà sur l'Iran. L'Iran est un pays fermé et je dirais non pas par choix parce que bon c'est plutôt une punition ou en tout cas des mesures prises par l'Occident principalement pour limiter l'influence de l'Iran, influence qui peut être négative ou positive, je vous laisse en juger, ce n'est pas le débat, mais voilà. L'Iran est limité par tout un et handicapé au final, parce que c'est le but principal d'un embargo. Voilà. Donc en échange de ces efforts fournis par l'Iran, notamment sur le plan nucléaire, l'Occident accepte et va lever tout un tas de petites exonérations partielles concernant les mouvements de capitaux, donc que ce soit d'argent bien sûr, mais de tout au niveau du commerce international. Donc ce qui est bien pour l'économie iranienne, et notamment le pétrole. Hein. Notamment le pétrole, puisque l'Iran va pouvoir se remettre à exporter plus d'1 million de barils par jour. Donc ça entraîne une augmentation de l'offre. Cette levée partielle de l'embargo concernant l'exportation du pétrole. Petite carte très intéressante. Qui sont les puissances nucléaires? Alors, vous avez les États-Unis et évidemment, tous les pays en rouge possèdent le nucléaire militaire. Et militaire. C'est-à-dire qu'on a l'arme nucléaire. Donc les États-Unis, on le sait, l'ont déclenché plusieurs reprises. L'Angleterre, la France possèdent aussi l'arme nucléaire. Et la Russie.
la Russie possède le nucléaire et c'est le pays qui a le plus d'armes nucléaires, justement, en termes de quantité. La Chine est une puissance nucléaire, donc on s'aperçoit... Qu'est-ce qu'on s'aperçoit là? On s'aperçoit que tous les pays siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU possèdent l'arme nucléaire. Aussi, donnée intéressante, petite parenthèse, les plus grands marchands d'armes. Les 5 plus grands marchands d'armes, ce sont les 5 pays siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU. Ces 5 pays sont censés assurer la paix. Pourtant, ce sont, on peut dire, permettez-moi cette vulgarisation, les plus gros businessmen d'armes. Donc bon, est-ce qu'en justement vendant et en achetant des armes, est-ce qu'on arrive vraiment à instaurer une paix, ou en tout cas est-ce qu'on essaie de la contrôler? On verra, c'est un débat comme un autre, c'est pas le sujet de ce webinaire, mais je pense que c'est une question intéressante à se poser. Et donc ces 5 pays ont l'arme nucléaire. Ce qui est le cas aussi de l'Inde. Ce qui est le cas de l'Inde, et du Pakistan bien sûr, hein, ennemi juré. Je vous rappelle qu'au début, ces 3 pays, même avec le Bangladesh, n'étaient qu'un seul pays, puis après il y a une dissociation. Donc ces 2 pays ont l'arme nucléaire, mais bon, pour l'instant, ils ont signé le traité de non-prolifération, ce qui est aussi le cas d'Israël. Donc, suite à la signature et à la ratification de ce traité, il n'y a pas vraiment de débat, ce sont des pays qui ne posent pas vraiment de menaces actuellement. L'Iran n'a pas signé ce traité de non-prolifération, et c'est justement ce dont portait l'accord hier, le but ultime, c'est que l'Iran signe ce traité, mais on n'arrivera pas à faire ça avant bien 4-5 ans, et encore en étant optimiste. Mais voilà, hier, ce que vous avez vu, c'était juste une étape dans les négociations supplémentaires. L'Occident va donner 6 mois aux Iraniens pour appliquer les mesures énoncées. On n'a aucun pouvoir de contrôle. Hein, l'Occident n'a aucun pouvoir de contrôle sur l'application des mesures. C'est au bon vouloir de l'Iran. Dans 6 mois, un point sera fait, et si les mesures ont été appliquées, l'accord ira plus loin. L'Iran sera encore plus limité au niveau de son nucléaire, en tout cas au niveau du contrôle, et l'Iran sera plus ouverte sur le monde qu'elle l'est actuellement. Dans le point de vue culturel, économique, etc. Les deux sont très liés. En gris foncé, vous avez les pays qui ont renoncé à avoir l'arme nucléaire. Donc vous voyez qu'il y a quand même eu un bon nombre de pays qui ont tenté et qui ont essayé d'avoir et de devenir une puissance nucléaire. Alors l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud en Afrique ont vite arrêté pour des raisons principalement de coûts budgétaires et puis au final d'efficacité. Est-ce que ça sert vraiment d'avoir l'arme nucléaire, sachant que maintenant c'est plus ou moins fini, c'est très contrôlé. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça voilà. Et c'est le cas aussi de tous les autres pays. L'Irak, bon Saddam Hussein, alors lui c'était un peu différent, mais le Kazakhstan, les pays d'Europe de l'Est, l'Allemagne, le Brésil hein, et l'Argentine, les 2 grandes puissances de l'Amérique du Sud. A noter que certains pays n'ont jamais été intéressés par l'arme nucléaire. C'est le cas de l'Espagne, des pays développés, hein, c'est le cas de l'Espagne, l'Australie. Voilà, donc c'est assez intéressant. Alors comment trader ce fameux pétrole? Maintenant que vous savez quand même, vous avez beaucoup d'informations sur voilà, les données fondamentales. Hein, quand vous tradez, moi je vous conseille de ne pas trader des actifs que vous ne connaissez pas. Hein, parce que moi je parle parfois avec des personnes et qui me disent j'ai 15 positions ouvertes sur 10 positions différentes. Bon, c'est très bien, mais est-ce que... Et ça concerne 10 actifs différents. Bah c'est pas très malin, sauf si vous connaissez bien ces marchés. Il faut connaître vos marchés, vous savez, il faut faire vos devoirs. Comme on dit à nos enfants, hein. Il faut connaître ce avec quoi vous travaillez. Il faut connaître vos outils. Donc là, tout ce dont on a parlé sont des éléments très importants qui ont une influence directe sur le cours du pétrole. Pour en revenir sur ce qui s'est passé ce week-end, on fait un petit point. Le pétrole a baissé de plusieurs points. Ce matin, il y a eu un gap, on l'a vu, on est tombé bas dans le WTI. Le Brent a chuté encore plus rapidement que le WTI, mais aussi est remonté plus rapidement. Donc c'est pour ça, hein, on est revenu à une certaine proportion au niveau du spread. C'est pour ça que le Brent a été corrigé plus rapidement. Le WTI suit. Donc voilà, là on s'aperçoit que le Brent et le WTI ont bien baissé. Là on est en train de remonter. Et puis voilà, je pense que les conséquences de cette annonce, comme quoi l'Iran peut à nouveau exporter telle et telle quantité de pétrole, la conséquence, voilà, ça va avoir une conséquence de 24 à 48 heures sur les cours du pétrole. Ça ira pas au-delà.
C'est pas du moyen terme, c'est pas du long terme, ça n'a rien à voir. C'est pas un choc pétrolier. Voilà, c'était juste un effet d'annonce. Il y a eu de la spéculation qui a été faite, ça a commencé déjà bien vendredi. Pour, je dirais, les plus grandes banques, la spéculation, ils ont commencé à la faire bien il y a 2 semaines. Voilà, là maintenant c'est terminé, le pétrole a baissé, il ne peut en théorie, ça reste de la théorie, mais très certainement que remonter. En tout cas, c'est mon avis, hein, il n'engage que moi, donc je vous conseille de faire ce que vous souhaitez. Alors, le pétrole, comment trader le pétrole? Alors, le pétrole peut se trader avec un seul contrat. C'est la taille minimale du lot. La marge minimum requise est de 200 $ pour chaque contrat. Alors, on va voir ici rapidement 140 €. Voilà, 140 €. On reviendra sur ces tableaux. Je vous demande, on va juste revenir sur la page précédente. Voilà. FXM possède un spread cible de 0,05, ce qui est un très bon spread. Aucune recotation ne sont proposées. Vous achetez au prix que vous voyez. Il n'y a pas de petite fenêtre vous disant vous avez 10 comptes pour acheter ou vendre au prix qu'on vous propose. Non, on ne fait pas ça parce qu'on tient à offrir à nos traders un certain confort de trading. C'est tout de même, nous pensons, le minimum. A noter qu'il y a une possibilité de couverture. Comme toute matière première, il faut bien faire attention aux dates et heures d'expiration des contrats qui sont très très importants. L'heure est de 22h15. It's East Time, donc ET, l'heure new-yorkaise. En ce moment, il y a 6 heures de décalage horaire. Il est 18h49 à Paris, il est 12h49 à New York. Tableau très important que je vous invite à retrouver, certes, dans ce webinaire, mais aussi et surtout sur le site fxm.fr, ainsi que sur le site dailyfx.fr, notamment sur la partie forum entièrement dédiée, où vous avez des sections entièrement dédiées aux matières premières, au pétrole, UK Oil, US Oil, etc. Donc c'est très très utile, très énorme ressource d'AIFX, très précieuse, c'est gratuit, et puis c'est des analystes de qualité, de très bonnes analyses, de la rigueur, et un certain contenu qui gagne vraiment en qualité et en quantité au fur et à mesure des années, donc c'est vraiment très bien. Je vous conseille vivement d'y aller, si vous ne connaissez pas. Alors, bon, en tout cas, je sais que bon, la majorité d'entre vous, vous êtes en ce moment sur daillyfx.fr pour regarder ce webinaire, bien sûr, mais je vous conseille, je voulais dire par là, d'explorer au maximum. Vous avez des formations en vidéo qui sont très bien, qui sont très bonnes, et puis vous avez aussi un forum qui grandit de jour en jour et qui contient des ressources très riches. Donc ces tableaux sont les tableaux récapitulatifs, hein, le tableau du haut notamment, vous avez l'US Oil, l'UK Oil, la taille minimum de transaction, les marges en différentes devises, l'écart, le spread 1, spread cible, les distances minimum d'arrêt, hein, c'est très important. Et là vous avez les mois de contrat, donc là nous sommes dans le mois de contrat décembre, et vous avez eu là l'expiration, la date de basculement FXM 18 novembre qui est un petit peu toujours en avance par rapport à l'expiration, la date d'expiration de référence. Donc si on arrive à cette date, si on arrive à la date de basculement FXM et que vos positions sont ouvertes sur si vous avez un ou plusieurs contrats sur le SL ou le KL, elles seront automatiquement clôturées. Alors le pétrole est un actif, vous l'avez vu, je pense que vous êtes d'accord, très très volatile. Ceci est dû à plusieurs facteurs. Il est aimé des spéculateurs. Il y a beaucoup de gens qui traînent le pétrole, donc sa demande fluctue en plus quotidiennement. Et elle peut être considérée vraiment comme une valeur refuge, comme l'a montré le pic pétrolier de 2008. Ce sont vraiment beaucoup d'éléments à prendre en compte, comme vous l'avez vu. En termes d'analyse fondamentale, quand vous tradez le pétrole, il y a énormément d'éléments à prendre en compte, si bien que le cerveau humain au final ne peut pas traiter tous ces éléments et leur accorder le poids qu'ils méritent à chacun. Donc c'est pour ça que trop d'informations tue l'information. On reste humain au final. Donc ce qu'il faut, c'est, je vous conseille de tenir compte des informations principales et des informations que vous aimez aller chercher, vous, en fonction de vos préférences culturelles, politiques, économiques. Parce que ça a une importance. Faites quelque chose avec quoi vous vous sentez à l'aise. Ça va vous apporter au final des résultats surprenants. Nous vous conseillons de mettre des stops de 50 à 50 points. Pourquoi? Dû à sa forte volatilité. Et des limites de 100-120 points. Après, bien sûr, derrière, vous devez avoir un capital d'un certain montant, vous permettant d'avoir un certain floating. Voilà, afin de ne pas vous retrouver en appel de marge. Alors pour les débutants, on vous conseille vivement de commencer par du swing trading en démo.
Ça vous permet de vous faire un petit peu la main. Et puis pour les personnes possédant un niveau avancé, de l'intraday en réel. Ce qui est le plus difficile à faire, mais ce qui peut être très intéressant. Là encore une fois, des corrélations. Alors cette fois, on va s'intéresser brièvement à la corrélation entre certaines paires de devises, en tout cas certaines devises, et nos deux pétroles, US Oil et OK Oil. Alors le dollar US est la première monnaie au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la monnaie internationale par excellence. Dans à peu près tous les pays dans lesquels vous allez aller, et surtout dans les pays émergents, vous sortez des dollars, les gens sont très contents de les prendre pour faire du commerce. C'est le cas aussi de l'euro en Afrique, l'euro aussi au Moyen-Orient, mais c'est pas vraiment le cas de l'euro en Asie. L'euro est une monnaie internationale, de plus en plus internationale, et vous avez beaucoup de débats là-dessus. Est-ce que l'euro va un jour devenir la première monnaie et va devancer le dollar? C'est tout à fait réalisable. En termes de données économiques, c'est tout à fait réalisable. Ça ne sera pas avant 15-20 ans par contre. Mais ça dépend surtout de ce que va faire l'Union Européenne, de la croissance de l'Union Européenne. Et est-ce que l'Union Européenne arrivera à un certain niveau d'unité qui sera plus ou moins nécessaire pour la réalisation de performances, je dirais, économiques et politiques un minimum élevé, ou en tout cas comparable avec celle des États-Unis pour pouvoir rivaliser avec eux. Donc vous voyez, ça dépend de beaucoup de choses. Donc le dollar constitue la réserve de change de référence. Si vous avez un compte en dollars, quand vous vivez en Thaïlande, ou en Inde, ou en Chine, bon, votre monnaie est une monnaie émergente, donc très volatile. Votre argent, évolue en valeur quotidiennement et parfois hautement. Donc pour vous assurer une certaine stabilité et donc au final une certaine sécurité, vous voulez avoir de l'argent dans une devise, un compte bancaire dans une devise majeure. Et donc pourquoi pas prendre le dollar par excellence, qui est une monnaie très très liquide, c'est-à-dire très disponible et donc au final peu volatile. Donc elle constitue la réserve de change de référence, et quand les investisseurs subissent une dépréciation du dollar, une perte dans la valeur du dollar, ils ont tendance à se couvrir en achetant le dollar. Étant donné que vous payez le pétrole en dollars, plus vous achetez du pétrole, plus vous vendez du dollar, plus le dollar baisse, la valeur du dollar baisse, et plus la valeur du pétrole augmente. A l'inverse, plus vous vendez du pétrole, plus le pétrole baisse, et plus vous achetez du dollar, plus vous vendez le pétrole en dollars, et plus le dollar tendra à s'apprécier. Donc ce sont des corrélations très intéressantes. Autre corrélation, un petit peu je dirais plus simple, entre le GBP, qui est la devise utilisée au Royaume-Uni, pays producteur du Brent. Alors étant donné que le Brent se paie en US dollars, on n'a pas cette corrélation inverse entre le GBP et l'UK Oil. Au contraire, on a une corrélation positive et non négative. Une appréciation du cours du Brent tend à contribuer de façon positive à l'économie britannique. Et donc généralement, une augmentation du PIB va s'accompagner d'une légère appréciation de la devise de base, en l'occurrence le GBP. Donc quand les prix du pétrole vont à la hausse, le GBP tend à suivre derrière. Il en va de même pour la baisse. DailyFX, comme je vous le disais un petit peu précédemment dans ce webinaire, offre plusieurs analyses sur les matières premières proposées par FXCM, dont le Brent et le WTI, des live analyses comme celui-ci, les cours des marchés et des graphiques sont aussi bien évidemment à votre disposition. Chez DailyFX, on a la chance d'avoir des analystes chartistes, donc graphiques, très compétents et qui vous apportent bien sûr un contenu de qualité sur le site. Je le disais un petit peu plus tôt aussi, le forum DailyFX, le forum est très actif, une grande communauté de traders communiquent et échangent entre eux et avec les analystes DailyFX concernant leur stratégie bien sûr, et puis les marchés, ce qui va se passer. Et une section spéciale du forum est dédiée au Brent et au WTI. Alors, je vous remercie énormément pour votre attention et le temps que vous avez accordé à regarder ce webinaire. Alors, je vais maintenant passer aux questions. Alors, je vais me remettre sur la page des corrélations, je pense, qui est une page intéressante. Alors, nous avons plusieurs questions. Alors, j'ai Anna qui nous conseille un film sur l'Iran, justement, qui s'appelle Sora, S-O-R-A, et apparemment c'est un très bon film, justement, sur cette révolution iranienne et puis sur l'Iran en général. Donc, merci Anna pour cette suggestion.
Alors, j'ai plusieurs questions géopolitiques, dans le géopolitique, donc on va essayer d'analyser ça et d'y répondre de façon, on va dire, structurée pour ne pas partir dans des débats, on va dire, idéologiques. Alors, on me dit pourquoi on limite Iran et pourquoi on limite pas Israël. Pourquoi les États-Unis comme ça se permettent de dénoncer des États voyous et pourquoi les États-Unis ne seraient peut-être même pas un État voyou. Tout dépend de quel côté vous vous situez, de quel côté vous vous regardez. Vous avez d'un côté un pays qui est les États-Unis, qui a une idéologie forte, le capitalisme, et vous avez aussi et le monde suit cette idéologie, et en tout cas une bonne partie de ce monde, voilà, comment dire, agit dans le cadre de cette idéologie, hein, qui est le capitalisme. Et vous avez des pays qui, idéologiquement, ne sont pas du tout en phase, ou en tout cas ont une vision différente, soit légèrement différente, soit différente, et qui ne sont pas alliés des États-Unis. Vous avez ce qui est le cas, par exemple, de l'Iran. L'Israël, elle, est aidée par les États-Unis, est alliée des États-Unis. Sans les États-Unis, sans l'aide des États-Unis, l'Israël serait, je dirais, vraiment en danger. Tant économiquement, bien que l'économie israélienne est impressionnante, hein, elle contient vraiment des petites pépites, surtout en termes technologiques. Hein, très intéressant l'économie israélienne sur ce point de vue-là. Vous avez, sans l'aide des États-Unis, l'Israël ne pourrait pas tenir. Ne pourrait pas tenir comme ça parce que bon bah vous avez les États-Unis qui protègent. Après, ce qu'il faut vous dire, que vous soyez pour ou contre Israël, pour ou contre l'Iran, ce qu'il faut vous dire, c'est que il y aura toujours des événements, il y aura toujours des petits éléments de discorde, mais au final, on arrive quand même à des progrès, on arrive quand même à vivre ensemble, même s'il y a toujours des guerres, malheureusement. Il y a toujours des guerres, et il y a toujours des conflits, mais il y en a quand même beaucoup moins d'avant. Donc restons optimistes et puis nous aurons, voilà, on aura une fin heureuse, normalement. Alors, d'autres questions. Peut-on avoir un compte bancaire en dollars en étant en France? Alors oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il faut vous. Alors, je vais pas faire la pub pour certaines banques, mais oui, c'est tout à fait possible. Vous aurez un compte domicilié en France, mais un compte en dollars. Donc il faut vous renseigner avec les différentes banques qui proposent ces services, mais oui c'est possible, comme vous pouvez avoir un compte en livres sterling en Russie par exemple, c'est tout à fait possible. Tout dépend de la banque en fait, c'est la banque qui va décider. Alors bah écoutez, je vous remercie. Hein, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez surtout pas à me contacter, hein, vous avez mon adresse, attendez, qui va apparaître en bas voilà, de la page. N'hésitez pas à me contacter pour quoi que ce soit, si vous avez des questions, des critiques, tant négatives que positives, car au final on les utilise toujours pour améliorer nos prestations et c'est normal. C'est tout à fait normal. Alors écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis bon appétit, il est 19h et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez donc apprécié ce webinaire. Au revoir.